Bonjour à tous les lecteurs du blog Mes Investissements, de mes livres, aux abonnés à cette chaîne YouTube et à ceux qui me suivent sur les différents réseaux. Alors, j'ai sorti une formation bourse sur comment investir dans les entreprises exceptionnelles. Et je voulais vous partager gratuitement sur cette chaîne le premier module qui est le module introductif, puisqu'il a un intérêt, c'est-à-dire que dans ce module, je compare un peu les différents styles d'investissement en bourse, notamment à partir d'une photo de mon portefeuille que j'avais décomposé il y a quelques années au fur et à mesure de mon évolution d'investisseur en bourse et de ma prise de maturité d'investisseur en bourse. Donc place à ce premier module de la formation que je voulais vous partager sur cette chaîne. Bienvenue dans cette formation sur la bourse et en particulier sur la façon d'investir dans des entreprises extraordinaires, dans des entreprises exceptionnelles. Ce que je souhaite dire en introduction, c'est quelques mots sur la difficulté de la bourse. L'investissement en bourse, c'est quelque chose de particulièrement difficile, il faut en être conscient. Et ma phrase préférée sur la bourse, moi, je trouve qu'elle donne un peu tout son sel à cette problématique, c'est que le paradoxe de la bourse, c'est que celle-ci va attirer les investisseurs qui veulent s'enrichir vite et qu'elle va, en fait, in fine, enrichir ceux qui ne sont pas pressés de s'enrichir. Donc en fait, ça relate un peu toute la difficulté de la bourse. L'investisseur débutant va vouloir un peu être excité par ces cours qui bougent, qui clignotent tout le temps, faire des coups, entre guillemets, chercher des aubaines, des pépites, etc. Et en fait, il ne va pas faire ce qu'il faut pour s'enrichir à long terme, il va même souvent faire le contraire en cherchant des produits trop complexes, etc. Alors que, moi, on va voir pourquoi j'y suis arrivé, je trouve que la façon la plus facile à long terme, c'est vraiment de chercher des entreprises vraiment d'une qualité exceptionnelle, extraordinaire, et de les conserver à long terme. Je ne vais pas vous mentir, si vous êtes totalement débutant en bourse, et si vous l'avez été et que vous commencez à progresser, vous devez en être pleinement conscient. Si je donnais 10 000 euros à investir à un débutant complet en bourse, qui s'amuse comme ça un peu avec voilà, les cours qui clignotent, à passer des ordres, à faire des allers-retours, à s'amuser un peu, même ou à investir et conserver, mais en y allant au pif dans les actions qu'il va choisir. Et je dirais en fait qu'il est fort probable, en tout cas il y a plus d'une chance sur deux, que dans quelques années, il est moins de 10 000 euros à me rendre, qu'il y en ait une partie qui se soit évaporée, qui les ait perdus, plutôt qu'il est plus de 10 000 euros. Et je dis en fait, voilà, il y a moins d'une chance sur deux qu'il ait gagné, alors que pourtant le marché dans son ensemble, sur le long terme, boursier, il est haussier. Donc c'est ça qui illustre un peu toute cette difficulté de la bourse et de l'investissement en bourse. Mais une fois qu'on a dit ça, ce dont il faut être conscient, et que moi j'ai compris qu'à travers des dizaines d'années d'expérience, puisque j'ai commencé très tôt à investir en bourse, hein, je l'ai déjà dit dans quelques interviews où j'avais acheté ma première action à 13 ans, hein, même si à l'époque j'y avais été un peu au pif, et ben en fait cette expérience, elle m'a montré que en fait il y avait des jeux plus difficiles que d'autres. Alors à quel moment j'ai commencé à en prendre pleinement conscience? Parce que effectivement j'ai essayé un peu tous les styles en bourse, etc. En fait, je dirais qu'à partir du moment où j'ai appliqué un classement un peu à la Peter Lynch de mon portefeuille. Donc Peter Lynch, c'est un investisseur en bourse assez célèbre, qui a géré le fonds Magellan dans les années 90 avec des performances assez extraordinaires, qui a écrit d'ailleurs 2 livres sur la bourse. Et Peter Lynch, dans un de ses livres, il dit, voilà, vous pouvez, pour savoir un peu ce que vous faites, classer vos actions en 6 catégories. Il est croissance lente, croissance rapide, cyclique, pilier, jeu d'actifs et foncière. Et moi j'ai voulu faire un peu pareil, sauf que j'ai adapté un peu l'intitulé des catégories pour que ça rentre plus dedans, et puis qu'au lieu d'en avoir 6, j'en ai 7. Donc en fait j'ai pas vraiment ce que j'appelle de croissance lente, moi j'ai ce que j'appelle du value rentable, des entreprises un peu décotées, légèrement, mais qui sont rentables. La croissance rapide, distinguée un peu en deux, j'ai de l'hypercroissance vraiment dans la tech, dans les sociétés technologiques, et puis j'ai plus des small caps qui font de la croissance
des entreprises plus petites dans tout domaine qui font une certaine croissance, mais ce n'est pas forcément de l'hyper-croissance. Ensuite, j'ai aussi mes cycliques. Comme lui, ce qu'il appelle ses piliers, bon, c'est là où je mets mes entreprises exceptionnelles et sur lesquelles on va se concentrer principalement dans cette formation. Il a ce qu'il appelle ses jeux d'actifs. Alors moi, je mets en face plutôt ce qui sont les net-net et les grosses décotes sur actifs. Donc les net-net un peu à la Benjamin Graham, voilà, c'est des sociétés ou parfois qui cotent moins que leurs actifs courants, voire moins que leur trésorerie. Donc en gros, en pure analyse quantitative, vous payez en bourse sur la base du cours où vous achetez la contre-valeur de la trésorerie de l'entreprise, et puis on vous donne le business gratuitement, un peu entre guillemets. Donc là, on est vraiment sur des grosses décotes sur l'actif, mais sur le bilan. Et par contre, on est moins exigeant un peu sur la rentabilité, sur le fait que ces entreprises font des bons résultats, ne font pas de pertes de temps en temps, etc., ou ont une grosse profitabilité. Parce qu'évidemment, si elles se trouvent dans ces zones, c'est parfois qu'il y a aussi quelques raisons. Et puis les foncières qui sont un cas particulier, donc d'immobilier coté en bourse. Et alors, qu'est-ce que l'application de ce classement à mon portefeuille m'a fait constater? Et bien en fait, ça m'a fait constater, voilà, alors j'ai pris une photo à un instant T, hein, c'est pas mon dernier portefeuille, depuis j'ai un peu moins de lignes dans le portefeuille, etc. Mais en gros, j'ai pris la photo un peu à l'instant où moi j'ai commencé à me concentrer un peu plus sur les entreprises exceptionnelles. Je disais d'ailleurs, je crois, dans mon livre que j'ai écrit en 2012 sur la bourse, qu'il y avait un peu plusieurs styles qui étaient gagnants, et que ça dépendait un peu de la personnalité, et que moi j'avais choisi de prendre plutôt 70% du style value, et plutôt 30% du style un peu GARP, qui est la croissance un peu à prix raisonnable sur des entreprises vraiment solides, etc. Et j'ai plutôt inversé un peu les proportions. Depuis, on en reparlera tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que j'ai constaté quand je fais ce classement? Première catégorie, un peu l'hypercroissance tech. Performance annualisée. Alors, sur le global, attention, c'est la performance annualisée. Et puis, sur les distinctions, c'est la performance par rapport à mon PRU. J'ai caché mes titres parce que c'est les titres de l'époque. Et puis, bon, voilà, je veux pas que ça vous influence sur la formation. L'intérêt, c'est pas de regarder mon portefeuille et ce qu'il y a dedans. Un 20 de performance annualisée, c'est pas top. Et surtout, on voit qu'il y a une disparité énorme entre les titres. En gros, quand j'ai bien vu les choses, bon, 124% par rapport au PRU, ça a plus que doublé, c'est ce qu'on appelle un bagueur, c'est bien. Par contre, il y a quand même des casseroles, quoi. Moins 78%, moins 57%, moins 65%. Premier enseignement sur l'hypercroissance. Deuxième catégorie, les cycliques. Là, j'étais à moins 2,49% de performance annualisée. Alors, avec moins d'extrêmes, mais toujours une grosse disparité, quoi. Soit j'avais bien vu le retournement de cycle et puis on était positif, soit on est dans le rouge à moins ou plus 30%. Alors on n'est pas les mêmes pondérations, c'est pour ça que ce n'est pas la moyenne pile, etc. J'ai vraiment pris une photo réelle de ce qui s'était passé sur mon portefeuille pour que ce soit parlant et pas pour faire un exemple fictif. Catégorie qui nous intéresse bien. Les piliers, les entreprises exceptionnelles. Alors là, la performance, elle est sympa en annualisé, 17,7%. Voilà, je prends, et si j'avais ça sur la durée, sur des dizaines d'années, je suis très confortable avec. On voit que voilà, il y a des. Là, on est à 220%, donc on a fait plus de x3 sur la meilleure. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a surtout beaucoup de vert, on a peu de rouge, et en plus, quand on a du rouge, il ne va pas beaucoup dans le territoire rouge. Là, on est moins 1%, mais ça se trouve, c'est juste que je l'avais acheté il n'y a pas très longtemps. Là, on est à moins 10%, je ne sais pas depuis combien je l'avais. Donc, on voit que finalement, belle performance et nombre d'erreurs assez limité sur ces entreprises exceptionnelles. Autre catégorie, les net-net et les grosses décotes sur actifs. Donc, ce que j'expliquais, les entreprises où on achète sur vraiment une grosse décote par rapport au bilan, mais qui peuvent avoir des problèmes de rentabilité, de résultats, de croissance, etc. Bon, la performance analysée légèrement positive et grosse disparité. Alors on voit que quand elle se réveille, on est bien, on fait du 100%, etc. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas d'énormes pertes, on n'a pas de moins 70% par rapport au PRU, comme dans l'hypercroissance tech quand on s'est planté sur l'entreprise. Par contre, on en voit qu'on a toute une petite flopée là, qui sont entre moins 10, moins 15, moins 20%. Et en fait, ça, c'est le problème des entreprises où la décote sur actif ne se résorbe pas. Et à long terme, finalement, à long terme, ce qui compte, c'est moins le prix qu'on a acheté par rapport à la décote. Si on la garde trop longtemps, c'est vraiment la performance économique de l'entreprise qui va passer devant et se révéler comme le facteur prédominant de la performance de l'action en bourse.
Les small caps de croissance, performance analysée de 7,83%. Bon voilà, performance moins importante mais positive. Et encore grosse disparité. Là, voilà, on a des plus 187, des plus 170, 179, mais aussi des moins 52 et des moins 60. Donc disparité où ça se barre un peu des deux côtés. Après, on a le value rentable, donc la performance analysée de 9,71%. Un profil un peu moins dispersé, qui se rapproche plus des entreprises exceptionnelles, puisqu'on a un ratio vert sur rouge plus important. Mais on voit qu'on monte moins haut sur le vert, et puis que sur le rouge, voilà, c'est un peu variable, mais on va quand même jusqu'à moins 39% sur la pire, et puis moins 25% sur les deux qui suivent. Donc voilà, et ensuite les ETF, bah là qui moyennent. Donc on est bien, on est vert sur les trois que j'avais, et on est à 14,86 en perf annualisé, donc une bonne perf du marché, mais et là vous le noterez, qui a quand même 2-3 points de plus que les entreprises exceptionnelles. Alors, on dit que les ETF c'est bien parce que ça fait la performance du marché, et qu'il est très difficile pour l'investisseur particulier de faire mieux que le marché. Et là en fait on le voit assez, parce que dans tous les autres styles, en fait, finalement, j'ai été un peu inférieur à ma performance d'ETF, sauf dans le style, et c'est là où d'ailleurs je concentre, même s'il y a moins de titres, c'est là où je concentre vraiment en euros le plus de mon portefeuille boursier. Le seul qui a réussi à surperformer les ETF, cette seule sous-partie, c'est les piliers et les entreprises exceptionnelles. Donc en fait, de ce qu'on voit sur ce portefeuille, j'en tire quand même un constat très important, et j'ai envie de dire qu'il a presque été une sorte de révélation un peu dans mon parcours d'investisseur en bourse, et ben c'est qu'on voit qu'il y a des jeux qui sont plus faciles que d'autres. Et notamment pour celui qui veut faire le stock picker, c'est-à-dire qui ne parle pas dans une gestion passive ETF, mais qui veut faire vraiment du stock picking et détenir, choisir ses titres en bourse, et bien finalement les meilleures chances qu'il a de faire mieux que le marché et de battre la gestion passive, c'est se concentrer sur les entreprises exceptionnelles. Et c'est pour ça que pour la première formation que j'ai choisi de proposer sur la bourse, j'ai décidé vraiment de faire un thème là-dessus en se concentrant sur les entreprises exceptionnelles. Et en fait, dans un parcours un peu d'investisseur boursier classique, et ça, on peut en prendre conscience que quand on a un peu les années d'expérience et qu'on peut se retourner pour regarder derrière soi, on passe finalement de l'inconscience du risque du début. On peut faire un peu n'importe quoi, ou on cherche des cotes sans regarder la qualité du business, etc. Ou souvent, ce qui est pire, on cherche des produits à effet de levier, des produits miracles, des produits de trading, etc. Des produits compliqués en fait. On passe de ça. Et en fait, quand on prend de la maturité, on passe de cette inconscience du risque à la conscience de la possibilité de choisir son niveau de risque et à la compréhension de cela. Puisqu'en fait, à partir du moment où la bourse, elle offre une multitude de titres, il y a beaucoup de titres cotés en bourse, je crois que c'est plus de 40 000 entreprises cotées, mais finalement, elle va vous offrir un choix de titres et donc de stratégies possibles quasiment infini, en tout cas très élevé. Et moi, ce que je constate en bourse, c'est que l'expérience, elle va entraîner un fly to quality. Donc, pour ceux qui ne maîtrisent pas l'anglais, en gros, un vol vers la qualité. Et ça, d'ailleurs, je disais que j'avais vu sur l'immobilier, en fait, où l'investisseur, au début, il chassait un peu les gros trucs à rendement, les trucs un peu compliqués, mais voilà, où il y avait toujours un petit truc qui allait pas, en fait. On avait du rendement élevé, mais soit on n'était pas dans un lieu terrible, soit c'était un immeuble de rapport, mais il y avait quelques trucs, quelques risques sur la structure. On était en gros en moins en confort et moins en premium, en qualité de locataire qu'on allait pouvoir mettre dedans, si on était dans un appartement classique de belle copro en gros. Et je remarquais que dans les carrières d'investisseurs immobiliers, au début on commençait un peu par les gros rendements parce que côté un peu pressé de s'enrichir. Et puis après, quand on prenait de la maturité, en fait, on lâchait un peu de rendement et puis on voulait de la qualité. Et pourquoi on voulait de la qualité? Alors déjà, parce que on a un peu plus de confort, mais aussi parce qu'on avait pris conscience au fur et à mesure de notre expérience que finalement, la qualité, c'était moins de problèmes, plus de tranquillité, plus de sommeil, moins de soubresauts, et que finalement, on s'y retrouvait et on en avait pour notre argent. Eh bien, je trouve que l'investisseur en bourse, moi, sur ceux que je côtoie et qui ont de l'expérience, donc c'est pas ceux qui ont commencé il y a 1 ou 2 ans, mais ceux qui ont commencé, on va dire, il y a plus de 10 ans, on a un peu cette même tendance.
Et cette tendance finalement de flight to quality de l'investisseur en bourse, elle est liée en fait à sa compréhension de plusieurs facteurs, et cette compréhension, elle vient au fur et à mesure de sa maturité et de son expérience. Qu'est-ce qu'il va comprendre finalement au fur et à mesure notre investisseur en bourse? Il va comprendre finalement que c'est sur le long terme que l'investisseur amateur il peut rivaliser et avoir des avantages. Les fonds avec les gérants, ils sont obligés de se concentrer sur les trimestres, sur les prochaines années, sinon ils vont perdre un peu leurs investisseurs. Ils ont du mal à avoir cette vision à 10 ans que peut se permettre d'avoir l'investisseur particulier. Sur le très court terme, quand on rentre dans le trading, et je le sais parce que ça a été mon métier, en fait l'investisseur amateur il va pas pouvoir rivaliser. Le professionnel va pouvoir faire des choses, mais il va avoir une armée de camps derrière lui, il va avoir vraiment la vitesse des machines pour lui. Le particulier, il n'arrivera pas à rivaliser de ce côté-là. On comprend également qu'à long terme, la performance boursière, elle se rapproche de la performance économique de l'entreprise. On a tendance parfois, quand on découvre un peu le concept de marge de sécurité en bourse, qui est le principe en gros, d'acheter un billet de 10 euros avec un billet de 5 euros, quand on l'a compris et que ça nous a flashé au cerveau, que ça nous a parlé, qu'on est habitué un peu à faire les soldes et qu'on aime en avoir pour son argent dans les soldes, à essayer de rafler les plus grosses décotes. Et puis au bout d'un moment, on s'aperçoit que le marché ne compense pas toujours ces décotes. Et puis si on se retrouve collé avec ces titres, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs les trappes à value, ou les trappes à valeur ou les value traps, mais en fait cette décote elle est jamais comblée. Au bout d'un moment, sur le long terme, et qu'on doit garder le titre, et bien en fait c'est la performance économique de l'entreprise qui va compter. Et parfois sur des petites décotées qu'on a achetées juste parce qu'il était très décoté mais que l'entreprise n'était pas terrible, et ben en fait la performance économique va rattraper le cours de ce titre-là. C'est pour ça qu'on parle de trappe à valeur. Et en fait, à long terme, l'expérience elle nous fait comprendre que la performance boursière elle se rapproche en premier lieu de la performance économique de l'entreprise qu'il y a derrière. Et donc ça veut dire par relation de cause à effet que la qualité de l'entreprise, on investit et qu'on choisit d'investir dans une action, elle va passer en priorité absolue, même avant le prix payé. Attention, je ne dis pas que ça ne veut pas dire que le prix il n'est pas important, mais la qualité de l'entreprise, elle, c'est la priorité absolue. Et donc quand on a compris ça, on se dit que finalement, le critère numéro 1 qui va décider si on va s'enrichir ou pas après avoir acheté un titre en bourse, eh bien, c'est la performance économique de l'entreprise que l'on a achetée. Une fois qu'on a compris que c'était ça le critère numéro 1, eh bien, on comprend tout à fait le besoin de savoir reconnaître et de savoir investir dans les entreprises les plus exceptionnelles et les plus extraordinaires. Donc voilà, je vous ai partagé ce module pour vous montrer l'intérêt un peu de concentrer une grosse partie de votre portefeuille boursier dans des entreprises exceptionnelles. Donc je pense qu'après cette vidéo, vous ressentez un peu plus l'intérêt en tout cas. Donc vous pouvez vous arrêter là. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur la formation, il y a actuellement dessus une petite promo de lancement qui est valable quelques jours. Donc je vous partage le code promo dans la description de la vidéo, sachant que vous l'avez vu pour mes livres. Après, je n'ai jamais refait de promo sur les livres à hauteur de la promo de lancement que j'avais faite. Donc sur la formation, a priori, ce sera pareil. Le meilleur prix que vous pouvez avoir, c'est au moment du lancement, donc pendant ces quelques jours. Donc voilà, le code promo, il est dans la description de la vidéo. Vous pouvez aller voir si vous le souhaitez tout ça d'un peu plus près. Et puis, si ce n'est pas le cas, je vous dis à bientôt sur le blog et sur la chaîne pour une prochaine vidéo.